Bienvenue à Bamako et à Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde, consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. À l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance du Mali, l'émission sera consacrée à l'histoire de la presse malienne au cours de ces 5 dernières décennies. À mes côtés ce matin, Serge Daniel, correspondant de Radio France Internationale, Mamadou Koné, directeur des programmes de l'Office de radio et télévision du Mali, l'ORTM, dont on célèbre cette année les 25 ans de la télévision, Chahana Takiou, le directeur de publication du bi-hebdomadaire, le 22 septembre, et Souleymane Drabo, le directeur de publication de l'Essor, le quotidien national, qui fête cette année ses 53 ans. Ensemble, nous analyserons l'évolution de la presse malienne au cours des différents régimes qu'a connus ce pays depuis son accession à l'indépendance. Et pour commencer, je vous propose d'écouter Aïssata Cissé, la première femme journaliste du Mali, dont la carrière a démarré en 1959 à Radio Soudan. Quand j'ai commencé, c'était en 1959, quelques mois juste avant l'indépendance, moins de 6 mois avant l'indépendance. Et j'étais la première femme à travailler à Radio Soudan à l'époque. La première femme malienne, parce que j'ai été formée par une Française qui était déjà employée à Radio Soudan, Agnès Domingue. Et donc, pratiquement, j'étais la première femme malienne. Et j'étais la seule jusqu'en 1962. Serge Daniel, une réaction à ce témoignage ? Écoutez, il y a un côté souvenir qui n'est pas mal. Tu as dit, j'étais la première femme. Je la connais, ce qui me plaît bien chez elle, c'est qu'il a fallu commencer à un moment. Elle fait partie de ceux qui ont commencé, et si vous faites attention, les pionniers. Et elle dit quelque chose d'important, elle dit « j'ai été formée par une Française », quelque chose comme ça. Elle ne dit pas qu'elle a été formée dans une école de journalisme, mais qu'elle a été formée par une Française, c'est-à-dire qu'elle a commencé sur le tas, et je trouve que c'est formidable. Souleymane Drabo ? Oui, c'est ce que dit Serge est exact, c'était toute la première vague de pionniers a été vraiment formée sur le tas. C'était des gens qui avaient envie de faire ce métier-là, c'était des militants parfois du parti de l'époque, et qui ont pris le train en marche dans les conditions de l'époque, c'est-à-dire vraiment à la dure. Et ils ont bâti beaucoup de choses jusqu'à aujourd'hui. Mais je vais dire qu'avant les indépendances, sur le terrain de la presse écrite, il y avait une presse très vivace ici, une presse politique et syndicale. Donc il y avait les partis avaient leurs journaux, les syndicats avaient leurs journaux, il y a le RDA avait l'Essor, le PSP avait La Vérité. Du point de vue du syndicat, l'UGTAN de l'époque avait créé Barakela déjà, qui existe jusqu'à aujourd'hui, et Mamadou Konaté, qui est un des pères fondateurs du Mali, avait créé l'école soudanaise. Donc il y avait une presse écrite très 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 vivace, et c'est la radio qui était officielle. Alors, de quelle presse Mamadou Koné hérite les nouveaux dirigeants du jeune État malien en 1960 ? Alors, en 1960, il y avait un organe de l'USRDA, le parti au pouvoir, donc c'était l'Essor, qui a été créé en 1949, si j'ai bien noté. Alors, il y avait en plus des journaux syndicaux, ou en tout cas un journal syndical donc, qui était là, mais qui formait, si vous voulez, le même groupe de presse, parce qu'ils étaient tous du côté du pouvoir, tous du côté du parti au pouvoir. Et c'était en fonction aussi de l'évolution politique du pays à l'époque. On est passé d'un pluralisme politique, un pluralisme de partis politiques, à un parti presque unique, de fait, à l'indépendance. À l'époque coloniale, il existait quand même 12 titres, 12 journaux. Et en 60... Oui, en 60, parce que avec la création ou avec l'accession de l'USRDA au pouvoir, qui vient avec son organe de presse, qui était l'Essor, eh bien, les autres partis ayant disparu. De fait, leurs organes de presse ont disparu aussi, et donc il n'y a eu que l'Essor. Chahana Takiou, est-ce qu'on peut parler à cette époque-là, en 60, au moment de l'arrivée au pouvoir de Modibo Keïta, d'une presse engagée ? Avant 60, il y avait une presse engagée. Il y avait une presse d'opinion. Mais l'est-elle encore au moment de l'accession du Mali à l'indépendance ? Avec l'avènement de l'indépendance, la presse engagée est morte. L'USRDA même a contribué vraiment à faire disparaître cette presse-là. Et c'est l'Essor seul qui a existé de 60 jusqu'au coup d'État,
Donc le régime... Souleymane Drabo n'est pas de votre avis. Oui, hein. mais en fait, oui, c'est la pluralité des titres qui a disparu. Mais les journalistes étaient censés être engagés. On ne disait pas journalistes, on disait soldats du développement. On disait que la presse était une arme pour le développement à l'époque. Parce qu'il y avait une nation à bâtir. Et donc, les gens qui travaillaient dans ces médias devaient être des militants convaincus des thèses du parti et devaient aller dans ce sens. Donc, il y a une forme d'engagement, si vous voulez, mais un engagement forcé et unique. Il n'y avait pas de pluralité d'opinion. Il n'y avait pas de pluralité d'opinion. C'était la cause du parti, l'idéologie de l'USRDA. Donc on ne pouvait pas penser autrement que penser dans le cadre de l'idéologie du parti. Donc la presse n'était pas plurielle. Alors qu'avant l'indépendance, la presse était plurielle, il y avait diverses opinions. Avec Modibo Keïta, il y avait une pensée unique, si je peux le dire comme ça. Serge Daniel. Oui, moi, ce qui m'a frappé pendant cette période-là, c'est que quand même, tout juste un peu avant l'indépendance, vous aviez un journal qui s'appelle par exemple Soudan Matin, mais Soudan Matin qui défendait les points de vue de la métropole à l'époque. Alors, les indépendances arrivent. Ce qui est fondamental, et je suis d'accord avec Chahana, pas avec Solo, ça m'arrive rarement, c'est que celui qui est au pouvoir défendra sa presse. Le dinosaure au Mali aujourd'hui, c'est l'essor. Mais l'essor, c'était un compagnon de route du RDA. C'était le compagnon de route... Dès 57, hein. 57. Et le compagnon de route du RDA... 47, mais le récépissé, je crois, c'était obtenu en 49. L'essor, s'il te plaît, l'essor a été le compagnon de route du RDA, l'essor a été le compagnon de route des militaires, l'essor a été le compagnon de route du parti unique, l'UDPM, l'essor a été le compagnon de route de Alpha Omar Konaré quand il était au pouvoir, l'essor est le compagnon de route aujourd'hui de Amadou Toumani. On reviendra sur les différentes périodes. De le dire, ça me permet juste Mamadou Koné. de revenir sur Aïssata Cissé. Juste un mot pour dire que Aïssata Cissé, qui est considérée comme une bibliothèque vivante du journalisme au Mali, a aussi connu toute l'évolution de la presse malienne. Depuis Radio Soudan, depuis bien avant l'indépendance, jusqu'à la Troisième République. Jusqu'à la création de Radio Mali en 62. De Radio Mali, de la RTM et de l'Office de radiodiffusion de télévision du Mali. Elle a connu toute l'évolution jusqu'à nos jours. Comment Modibo Keïta entend-il reprendre en main, justement, puisque Chahana et Serge Daniel semblent dire qu'il y avait une reprise en main du nouveau pouvoir malien, des nouveaux dirigeants du jeune État malien. Comment entend-il gérer la presse au moment de l'accession du Mali à l'indépendance? Non, il a géré la presse indirectement. Ce qu'il a géré d'abord, ce sont les autres partis politiques. L'Union soudanaise RDA, d'une manière ou d'une autre, a absorbé les autres partis pour créer un parti unique de fait dont on vient déjà de parler. Et une fois que ce parti unique de fait a été installé, c'est une presse unique de fait qui s'est installée par la même occasion. Mais il n'y avait pas de loi qui interdisait, la création de partis politiques ni la création de presse privée. Il n'y avait pas de courageux. De fait, il n'y avait pas de loi, disons les choses clairement, il n'y avait pas de loi, certes, mais personne n'avait ce courage. Je veux dire que si c'était le PSP... Il faut quand même rappeler que le premier journal privé intervient seulement en 1989, sont les Échos, il me semble. Non, en 84, il y avait Diamana. Oui, Diamana, c'est du groupe Diamana en français. Diamana, un mensuel culturel. Non, c'est-à-dire que pendant les deux premières républiques, ce qu'il faut comprendre, c'est que le parcours politique étant verrouillé, les gens, pour sortir de ce parcours politique, ils ont trouvé, il y avait deux pistes de sortie. Les gens qui étaient dans la presse publique ont travaillé dans le sport. Il y a des journaux sportifs qui ont été créés. Les gens qui ont voulu, dans le privé, qui ont voulu créer des journaux, ils sont passés par le détour culturel. Et Diamana était une revue culturelle à son départ. Donc la chose politique était interdite. Alors en 1968 intervient le coup d'État de Moussa Traoré. La consigne en est un peu plus claire, c'est une presse aux ordres. Il poursuit donc pratiquement la ligne de Modibo Keïta. Mais comment sont vécues par les journalistes les commissions de censure qui sont instaurées à ce moment-là, Chahana Takiou? Bon, moi je pense que Moussa a fait mieux que Modibo par rapport à la presse. Parce qu'avec le CMLN, l'UDPM jusqu'en 88, je pense qu'il y a eu beaucoup de journaux en Peul, en Sarakole, en Bambara qui ont vu le jour. Et c'est avec Moussa, en 1988, qu'il a autorisé la création de journaux privés. C'est de là que les Échos sont nés. Donc je pense qu'au point de vue presse, le régime de Moussa Traoré a fait mieux que le régime précédent. Serge Daniel. Chahana, tu parles trop fort. C'était un parti unique. Attends. C'était un parti. La parole à Serge Daniel pour commencer. Chahana, tu parles trop fort. Un parti unique, c'est un parti unique.
En plus, sous Moussa Traoré, ce qui est quand même fondamental, c'était un régime d'exception. On dira que sous Modibo Keïta, c'était vrai parce que... Il y a eu le parti unique aussi. J'en place une. Il y a l'exception, il y a le parti constitutionnel. Si à la place de Modibo Keïta, si à la place du RDA, c'était le PSP qui avait pris le pouvoir, c'était le journal qui s'appelait La Vérité qui serait aujourd'hui à la une. Je ne pense pas qu'il y avait plus de liberté de presse sous Moussa que sous Modibo. Les deux régimes, c'était des régimes de parti unique et la réalité de la presse, à mon avis, était quasiment la même. Il faut reconnaître aussi que le régime de de Modibo n'a duré que 8 ans. Il n'a duré que 8 ans et Moussa est resté au pouvoir pendant 23 ans. Et c'est à partir de... Bon, évidemment, il y avait les sorts, il y a eu en 72, je crois, Kibarou, donc pour le monde paysan. Il y a eu vers 77-78 le Podium, enfin, le journal hebdomadaire sportif. Mais il faut dire Sundiata, mais il faut dire que c'est à partir de 84, soit 16 ans après, qu'il y a eu une sorte d'ouverture vers la presse privée. Donc avec le groupe Djamana. Un mot sur les commissions de censure, Souleymane Drabo. Comment ont-elles été vécues? Non, officiellement, il y avait une commission de censure du temps du RDA. Il y avait une commission de censure parce que, bon, le journal était directement sous le contrôle du parti. Et au temps du comité militaire, c'était plutôt l'autocensure qui fonctionnait parce que, bon... la peur du gendarme. Oui, les châtiments étaient physiques et très violents. Donc, chacun se gardait bien de déraper à ce moment-là. Mais pour en revenir à comment la presse privée est arrivée, moi je veux dire, d'abord, dans la loi qui prévalait au temps de Moussa Traoré, il n'y a jamais eu d'interdiction de faire un journal privé. Et c'est à partir de cette possibilité qu'Alpha Omar Konaré, qui a été président de la République par la suite... s'enfonce dans la brèche. Oui, il a foncé dans la brèche pour créer Djamana. Et ça a coïncidé historiquement avec une période où le climat politique, après le discours de la Baule et tout ça, ça commençait à bouger. On était à la fin du régime de Moussa Traoré, les premiers soubresauts. Voilà. La quête de la démocratie. Et un autre facteur très important, c'est qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient fait du journalisme et qui étaient revenus. Donc il y avait des journalistes qualifiés, professionnels, qui étaient disponibles sur le marché. Donc c'est la conjonction de ces facteurs, plus quelques audacieux... Qui a permis l'émergence d'une presse privée. Qui ont permis l'émergence d'une presse privée. Parce que les Échos ont été effectivement les premiers réels en 89, puis Aurore a été créé, puis Kouri a été créé dans la foulée. Bouaka Keïta a ranimé sa roue, la roue qui existait depuis le temps voilà. Et la vague est partie. La vague est partie. C'est parce que l'environnement institutionnel s'y prêtait. C'est ça. Il y avait la loi de 1988 qui autorisait la création de journaux privés. Tel n'était pas le cas sous le régime précédent. Donc, mais il n'y avait pas d'interdiction aussi. Non, même s'il n'y avait pas d'interdiction, il n'y avait pas d'interdiction, mais la nature du régime même n'acceptait pas. J'ai dit, la nature du régime n'acceptait pas qu'il y ait de presse privée. Il fallait Souleymane Drabo. La parole à Souleymane Drabo. Voilà, cet argument-là, bon, on peut l'avancer, mais ça n'explique pas pourquoi Djamana a été créé en 1984, donc avant les lois de 88. Donc la possibilité existait déjà. C'est le climat même qui ne se prêtait pas. Et le régime qui était crispé et qui ne s'y prêtait pas. Et même lorsqu'il a laissé passer les journaux, je pense que ce n'était pas de plein gré qu'il a laissé passer. Il sentait que la pression internationale était trop forte, donc il a laissé passer en se disant qu'il pouvait contrôler le développement de ces journaux. 1992, l'arrivée au pouvoir d'Alpha Omar Konaré, on parle du printemps de la presse malienne, est-ce exact? Oui, c'est exact, parce que les premières radios privées ont démarré à cette époque sans autorisation. Déjà en 91. Voilà, dès 91, les premières radios privées ont démarré. Il y a eu un foisonnement soudain de titres. Il y a eu une trentaine de titres sur le marché. Il y a eu des tirages extraordinaires. Nous, à l'essor, on a fait des tirages qu'on n'a jamais pu récupérer depuis. Les Échos non plus. Les Échos avaient un tirage de 30 000 exemplaires par jour. Donc ils n'ont jamais retrouvé ce chiffre. Donc il y avait un foisonnement que l'époque permettait, si vous voulez, tout le monde était intéressé par ça. Serge Janel, l'observateur que vous êtes, cette démultiplication de titres, enfin on parle maintenant d'une cinquantaine de titres de presse, près de 300 radios communautaires, cette démultiplication ne se fait-elle pas au détriment du contenu de ces journaux et de ces radios? Non, Denise, la première chose, c'est qu'il faut avoir cette liberté de créer une radio. Vous avez quand même au Mali aujourd'hui 300 radios libres, privées, communautaires, commerciales. Vous avez une cinquantaine de titres.
Je ne sais pas si en Afrique, vous avez un pays où vous avez ces chiffres-là. C'était important de prendre cette liberté. 91 révolutions, tout le monde s'est engouffré là-dessus. Chaque parti politique, en revanche, avait plus ou moins un journal, si vous voulez. Oui, mais c'est ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est la quantité au détriment de la qualité. Il faut d'abord la quantité. Il fallait la quantité à un moment, parce qu'on a vécu dans des années de plomb, où personne, où pour s'exprimer, il fallait aller à la très officielle radio-télévision malienne. Et il fallait, à mon avis, je pense, Solo disait quelque chose d'important tout à l'heure, à un moment, pour s'exprimer dans ce pays-là, il fallait contourner les lois, en créant un journal social, un journal sportif, etc. Donc, à mon avis, quantité d'abord, oui, il fallait ouvrir les vannes de la liberté de la presse, à mon avis. Maintenant, on peut parler du problème de quantité. Et après, on va réguler. Voilà. Alors, je vous propose pour l'instant de marquer une pause et d'écouter un observateur averti de la presse malienne, Mamadou Kaba, qui fut directeur général de l'ORTM. Donc, sur le plan quantitatif, on peut affirmer que la presse malienne a fait beaucoup de progrès. Je pense que là où se situe le problème, c'est le problème de la qualité. Imaginez qu'aujourd'hui, il y a 50 journaux au Mali, dont 10 quotidiens, je l'ai dit. Il y a 300 radios associatives, privées, etc. Bon, gérer ce parc médiatique, ce n'est pas facile. Et malheureusement, il se trouve que tout marche au Mali, sauf la régulation de la presse. Il existe 2 instances de régulation, le Conseil supérieur de la communication et le Comité de légal accès aux médias d'État, mais ces 2 organes n'ont aucun pouvoir. Alors, ce que déplore Mamadou Kaba, c'est qu'il y a certes beaucoup de titres, mais cette presse n'est pas régulée. C'est dû à quoi, Souleymane Drabo? Les problèmes sont très nombreux. Je ne pense pas que la régulation soit le problème majeur de la presse ici. Il y a des problèmes beaucoup plus importants. Le premier problème, c'est la formation des journalistes. Ça, c'est connu, c'est un problème. C'est un peu le mal qui mine voilà, toute la presse panafricaine. Voilà. Le second problème, c'est un problème financier, économique et financier. Quel est le modèle économique qu'il faut pour développer la presse dans un pays pauvre comme ça, et où les gens n'ont pas, où les revenus sont très très bas. Le troisième problème pour la presse écrite, c'est un problème géographique. C'est un pays qui a 1 200 000 km² où il faut distribuer le journal. Donc, c'est des problèmes insurmontables sur ce plan-là. Puis, il y a le problème de régulation dont Mamadou Kaba parle effectivement, qui fait qu'il y a 2 instances qui sont censées faire de la régulation. Mais qui n'ont pas les moyens de faire respecter les règles du métier. Voilà, qui n'ont ni les moyens et qui ont des textes aussi qui ne sont pas très clairs. Mais je pense que ces textes sont en voie de révision avec la réforme constitutionnelle qui est en cours pour faire un organe unique qui va permettre de réguler. Mais encore une fois, si on fait un organe de régulation sans lui donner les moyens humains et techniques et financiers de travailler, bon, ça ne servira à rien. Oui, madame. Chahana Takiou, à qui la faute de cette absence de régulation et comment y remédier, même si des textes sont en cours, comme le disait Souleymane Drabo? La faute, c'est à nous tous, c'est depuis la conférence nationale qui a eu vraiment la Constitution du Mali et plusieurs autres textes. Donc on s'est rendu compte dans la pratique qu'il y a un problème de régulation parce qu'il y a le Conseil supérieur de la communication, il y a l'égal accès aux médias d'État. Donc les textes ne sont pas bien agencés, on ne sait pas qui doit réguler quoi, qui doit faire quoi. Quand même, dans leur mission, ils n'ont aucune emprise, aucune régulation sérieuse au niveau de la presse. Mais il y a l'autorégulation. On a fait une tentative d'autorégulation avec l'ODEP, c'est-à-dire que le jugement des pairs au niveau des professionnels. Malheureusement, au niveau de cette autorégulation également, il y a une panne, la machine est grippée, et ça ne va pas parce que au niveau de nous-mêmes les professionnels, nous ne sommes pas donnés à cette autorégulation, nous ne sommes pas disponibles pour vraiment aller vers cette autorégulation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'autorégulation ne marche plus. La presse malienne est donc malade. Malade, elle travaille comme ça, sans Serge Daniel. Moi, ce qui me frappe... Peut-être la parole d'abord à Mamadou Koné qui veut rebondir. Sur la question de quantité dont parlait Serge. Je pense qu'en 91, il fallait effectivement cette quantité. C'était nécessaire. Il fallait ouvrir les vannes. Ouvrir les vannes. Et maintenant penser à la qualité. Maintenant, il est temps de réguler, il est temps de penser à la qualité. Et pour parler de qualité, il faut la formation.
On a un problème de formation. Heureusement, fort heureusement, en tout cas c'est encore un projet pour bientôt peut-être la création d'un centre de formation de journalistes, on va dire, décidé par les autorités. Mais est-ce que ce n'est pas un paradoxe d'avoir un pays qui compte 50 titres, dont tout le monde dit que la presse est dynamique, c'est peut-être surfait, cette réputation, et qui n'a pas de centre de formation de journalistes? Les journalistes sont arrivés comme ça, il y en a qui ont été formés effectivement à l'extérieur, mais beaucoup aujourd'hui exercent dans le métier. Après avoir fait juste peut-être une école supérieure ici, et puis maintenant, voilà, ils apprennent sur le temps. Les journaux au Mali... Serge Daniel. En tant qu'observateur, ce que je remarque, c'est qu'au Mali, les journaux les mieux écrits sont les journaux où vous avez d'abord des personnes qui ont été formées pour... Je ne dis pas ça pour faire plaisir à Solo, il m'arrive de lui jeter des flèches, mais je lui jette une fleur. Son journal l'essor... Faut profiter sous les mains de Drapeau. Son journal l'essor est l'un des journaux les mieux écrits. Vous ne verrez aucune faute de français, d'orthographe dans l'essor, parce qu'il a été formé pour ça. Ensuite, si vous prenez l'essor, il y a ceux qui sont formés localement, c'est-à-dire sur le tas. Sur le tas. Sur le tas. Je suis diplômé d'une école de journalisme, mais je pense qu'on n'a pas besoin de faire une école de journalisme pour être journaliste. Mais il faut un minimum. Il faut une culture générale au départ. Voilà. Le drame, à mon avis, au Mali, enfin le drame, c'est trop dit, c'est qu'à chaque fois qu'un journaliste rentre dans une rédaction, son rêve, c'est de devenir directeur de publication. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de journaux indépendants, mais des journaux privés. C'est une entreprise avec une logique commerciale. Souleymane a parlé du problème de la formation, il y a aussi le problème d'accès aux sources, parce que vous ne pouvez pas, Denise, parler de liberté dans un pays lorsque les journalistes n'ont pas accès à des sources d'information. Ce qui est difficile dans un pays comme le Mali, c'est quand vous souhaitez avoir, par exemple, une réaction officielle. Vous allez voir le directeur général, il vous dit « je vais voir le ministre va voir la primature ». Pourtant, les textes sont clairs, les journalistes doivent pouvoir avoir accès aux sources d'information, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Bon, moi je dis que ce n'est vraiment pas... C'est vrai, il y a un problème de formation, mais ce n'est vraiment pas la formation. Il faut voir le contexte dans lequel la presse malienne est née. Dans un contexte de révolution où on n'était pas prêt à cette liberté de presse parce qu'il n'y avait pas le personnel qualifié. Et ce sont des diplômés de grandes écoles qui sont venus les premiers dans cette presse-là. Et j'avoue, de 91 à nos jours, la presse malienne a progressé qualitativement. Qualitativement, il y a vraiment des progrès énormes. Mais au-delà de formation, il y a un problème de conscience. C'est-à-dire que souvent, ce n'est pas parce que les règles sont mieux connues par les journalistes. Non. Souvent, c'est des grands professionnels, des professionnels formés dans les vraies écoles de journalistes qui commettent les fautes professionnelles les plus graves. Vous voulez parler de qui? Il y a un cas? De beaucoup de personnes. Je ne citerai pas. On ne citera pas des noms, on ne citera pas de noms. Mais c'est une question d'honnêteté, de sincérité. Ce n'est vraiment pas la formation seulement, il y a un manque d'honnêteté souvent. 1992, le vent de liberté. 2002, Amadou Toumani Touré accède au pouvoir. La libéralisation du secteur de la presse se poursuit, mais les critiques à l'endroit de la presse malienne, et j'y reviens, sont de plus en plus nombreuses. Sont-elles justifiées? En grande partie justifiées. Je veux dire que, pour en revenir à la formation dont on parlait, effectivement, il y a un problème de formation. Il y a aussi un problème d'encadrement. C'est la formation qui débouche sur l'encadrement. Si les jeunes journalistes qui n'ont jamais fait d'études de journalisme arrivent dans un titre ou dans un organe où il n'y a pas de professionnels pour les encadrer et leur apprendre le métier, bon, il y aura des dérapages. Mais nous, naïvement, en 92, on avait cru que le marché était assez fort pour réguler. S'auto-réguler. Ouais, le marché était assez fort pour réguler le marché de la presse. Donc que les canards boiteux allaient mourir et que les bons journaux allaient survivre. Et là, ce n'est pas le cas. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été... Je voulais juste pour dire, oui, un mot ça pour n'a pas été le cas parce que c'est le clientélisme qui a sauvé la vie des canards boiteux. Ils se sont vendus aux uns aux autres plus offrant et ils ont continué à sortir. Juste un mot, pour parler d'ouverture, il faut signaler aussi que l'ORTM est allé aussi à l'ouverture parce que quand il y a eu cette floraison de radio privée, l'ORTM aussi a créé une deuxième radio, la chaîne 2, qui émet sur Bamako. Et dans le cadre aussi de l'ouverture des paysages audiovisuels, il est prévu aussi la création d'une deuxième chaîne de télévision et qui a été décidée par les autorités et qui est soutenue par le directeur général de l'ORTM qui n'a pas peur, en fait, qui déclare tout le temps lors des réunions, qui n'a pas peur de l'ouverture du paysage audiovisuel. Alors moi, je reviens sur la régulation. Pourquoi ce laxisme des autorités ? Cette situation n'est-elle pas un peu le résultat du consensus à la malienne qui est si cher à Amadou Toumani Touré, Serge Daniel ? Moi, je crois que ça arrange tout le monde.
Moi, je vous dis, la semaine dernière, non mais c'est vrai, la semaine dernière, un journal local a annoncé qu'il y avait des troupes françaises dans le nord du Mali. Mais moi, bien évidemment, j'ai reçu tout de suite des coups de fil de ma rédaction. « Qu'est-ce que tu fais? Tu dors ?» J'ai dit « Mais je ne dors pas, c'était une fausse information. » Mais si vous balancez une information comme ça en France ou dans un autre pays, il y a un organe de régulation qui vous appelle tout de suite pour vous dire « Monsieur, je suis désolé. » C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est une espèce de vadémécum, une espèce de 10 commandements écrits par des journalistes eux-mêmes. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, justement. D'où les différentes sensibilités qui existent dans le monde de la presse malienne. Vous verrez des associations, par exemple, qui se forment à affinité, et telle est dans telle association aujourd'hui, et demain, ils démissionnent, c'est assez bizarre. Mais je crois que la situation arrange un peu tout le monde, pouvoir, gouvernants, etc. Il faut qu'effectivement ça change. Souleymane Drabo, vous partagez l'avis de Serge Daniel? Oui, en partie. Mais je pense qu'il faut aller un peu plus loin. C'est-à-dire que... Alors, quelle perspective pour la presse malienne au lendemain de ce cinquantenaire? Oui, l'organe de régulation dont on parle doit pouvoir réprimer. Il ne marche pas. Doit pouvoir les réprimer. responsables n'ont même pas d'essence dans les véhicules. Doit pouvoir... Non, c'est-à-dire que l'organe de régulation doit pouvoir réprimer. Mais il y a des textes pour réprimer, mais on n'applique pas le texte. Il y a le problème, c'est ça. La parole à Souleymane Drabo. Voilà, donc tant qu'il n'y a pas de répression, je pense que bon, les choses vont continuer à tourner comme ça. Et pour parler de répression, il est prévu dans le cadre des réformes institutionnelles, des sanctions, peut-être pas l'emprisonnement des journalistes, mais des sanctions pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'exercer la profession pendant une période de 3 ans. Et je pense que c'est... Appliquons les sanctions qui existent déjà. Mais les sanctions qui existent déjà, c'est quoi? C'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Serge Daniel, correspondant de Radio France Internationale, à Souleymane Drabo, directeur de publication du quotidien L'Essor, à Chana Takiou, directeur de publication du bi-hebdomadaire, le 22 septembre. C'est un nom prédestiné, puisque c'est le 22 septembre qui est la date de l'indépendance du Mali. Et à Mamadou Koné, directeur des programmes de l'ERTM, notre partenaire, qui a gracieusement mis à notre disposition ce matin ce magnifique studio. Au revoir et à la semaine prochaine.